Est-ce que ça marche le micro? Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir à l'école d'architecture Paris-Malaquais PSL pour ce premier jeudi de notre nouveau cycle de conférences qui s'appelle Construire les Europes. Je remercie beaucoup Pascal Richter et Federico Ferrari qui sont les deux commissaires, concepteurs de ce nouveau cycle dont on attend beaucoup. Je suis très content que vous soyez si nombreuses et nombreux ce soir et j'espère que ça va continuer comme ça toute l'année. Donc nous avons 6 conférences et Pascal l'expliquera mieux que moi, mais voilà, l'idée c'est d'inviter à chaque fois un architecte, une architecte européenne pour nous parler d'Europe et d'architecture, mais sous un angle résolument contemporain pour se confronter aux défis d'aujourd'hui et peut-être se demander si voilà, l'Europe, l'architecture européenne ne peut pas être un foyer de résistance, de solution à une sorte de vision uniformisée, générique de la ville mondialisée. Enfin, c'est un des sujets qui peut-être pourra être abordé. Voilà, donc je vous souhaite une très, très bonne conférence à tous. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'à la fin alors évidemment, on est très heureux quand même d'accueillir Paola Vigano, qui est une figure majeure de l'architecture et de l'urbanisme européen et qu'on connaît bien aussi en France, puisqu'elle a notamment eu le Grand Prix de l'urbanisme il y a quelques années, puis elle a fait de nombreuses choses. Mais ça aussi, je pense que vous allez en parler, Federico et Pascal. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'à l'issue de cette conférence qui, par ailleurs, est retransmise sur Instagram Live et qui sera revisionnable sur la chaîne YouTube de l'école, à l'issue de cette conférence, ceux qui sont physiquement présents pourront profiter d'un pot qui aura lieu dans la mezzanine, mais à l'intérieur, parce que comme il ne fait pas très chaud, on n'est pas sur la terrasse. Voilà, donc rendez-vous à la mezzanine après la conférence. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Alors, après Océane Ragouzzi et Mathias Gervais de Lafont, Federico et moi-même sommes très heureux de vous proposer ce nouveau cycle de 6 conférences qui se nomme donc « Construire les Europes ». Alors, pourquoi ce cycle? L'Europe est en discussion partout et vit une période de profonde mutation qui s'est même traduite en 2020 pour la première fois par le retrait d'un pays. C'est à ce moment-là qu'a émergé d'ailleurs l'idée de ce cycle. L'architecture étant une façon de penser le monde, elle peut donc être aussi une façon de penser l'Europe. C'est ce que nous proposons d'explorer dans ce cycle, rejoignant ainsi tous ces penseurs, écrivains et philosophes qui y réfléchissent dans sa diversité. Nous essaierons de comprendre si le cadre bâti, en particulier la forme des villes et une certaine façon d'habiter l'espace est un des fondements de l'idée européenne, et si oui, il perdure. À l'heure du repli sur soi et des crispations identitaires, ce cycle propose de questionner l'Europe comme un lieu d'expérimentation fondamentalement ouvert. Partant de l'idée que la ville est la réalisation la plus importante de l'Europe, comme l'affirme le romancier, par exemple, Georgi Conrad, mais aussi Louis Kahn, on se penchera sur les spécificités de la ville européenne et de ses mutations. Pour explorer cette idée et en parcourir les développements contemporains, nous avons invité 6 architectes venus de 6 pays européens différents. Ils sont tous praticiens, enseignants et chercheurs, souvent dans d'autres villes européennes. C'est pour vous, étudiants, l'occasion aussi de découvrir d'autres écoles par leurs enseignants et peut-être vous donner envie de nouvelles destinations de visite et d'Erasmus. Nous aimerions que chacun d'eux
nous éclairent sur la manière dont ils expérimentent l'Europe dans leur travail d'architectes praticiens, enseignants et chercheurs. Les 6 invités sont aujourd'hui Paola Vigano, que je remercie beaucoup d'ouvrir ce cycle. Le 13 novembre, Mariana Renzou de l'agence grecque Point Suprême. Le 4 décembre, Spela Vidnik de l'agence slovène Office. Le 12 mars, Ana Luisa Soares de l'agence portugaise Fala. Le 2 avril, Bolle Tam et Martin Videgard, ils seront 2 de l'agence Tam Videgard, l'agence suédoise. Et enfin, le 21 mai, Stefan Bates de l'agence londonienne Sergison Bates. Et avant de laisser la parole à Federico qui va vous présenter Paola Vigano, j'aimerais vous citer les architectes irlandaises de l'agence Grafton, qui ne sont pas invités dans ce cycle, mais peut-être l'an prochain, on ne sait pas, mais qui, lors d'un colloque sur le projet européen, à la question « Qu'est-ce qui est européen dans votre architecture ?» avaient répondu « C'est augmenter dans l'expérience d'un bâtiment le sentiment d'être dans la ville dans laquelle il s'implante. » Bon cycle de conférences à tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ici si nombreuses et nombreux. Je vais vous présenter Paola Vigano, que je remercie moi aussi beaucoup d'être ici. Il me semble la personne, je dirais, un peu la plus représentative, la plus emblématique pour ouvrir un cycle de conférences selon les mots qui vient de rappeler Pascal. Et Paola Vigano, déjà par son profil et sa biographie, je dirais qu'incarne un peu une figure qui se déplace et exerce ses activités dans un espace européen. Elle est professeure de théorie et urban design à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'Institut universitaire d'architecture de Venise. Et son agence réalise des études territoriales prospectives, des planifications spatiales et paysagères et des projets urbains internationaux. Alors, Jean-Baptiste a déjà rappelé le Grand Prix de l'urbanisme que Paola a obtenu, a gagné en 2013. On pourrait la rappeler aussi pour avoir fait partie des équipes appelées à la consultation du Grand Paris quelques années avant 2013 avec Bernardo Secchi. Et puis, elle a reçu plus récemment le prix Schelling pour la théorie de l'architecture en 2022 et a publié en 2023 son dernier livre qui s'intitule « Le jardin biopolitique ». Je dirais aussi que la première raison, comme je l'ai déjà anticipé pour avoir pensé à Paola Vigano pour ouvrir ce cycle de conférences, est une raison, je dirais, biographique, justement. Elle exerce ses activités multiples dans un espace européen depuis des années, et je cite seulement quelques pays, entre Italie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, et c'est justement une liste non exhaustive. Et au-delà de cette raison tout simplement biographique, qui est quand même importante, il y a 2 autres raisons que j'aimerais rappeler qui vont aussi vous donner un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, peut-être que comme parmi nous il y a beaucoup d'étudiants aussi, 2 raisons pour comprendre aussi une certaine, comment dire, l'importance de réfléchir à certaines questions sur l'Europe, son espace bâti et les Europes au pluriel, donc comme on l'a dit. Alors, les 2 raisons sont les échelles sur lesquelles elle exerce depuis toujours sa réflexion. Donc, qui est non seulement à l'échelle de l'urbanisme et du paysage, mais c'est à l'échelle de l'urbanisme et du paysage à partir d'une formation d'architecte, dont son parcours témoigne comme toutes ses activités de recherche. Mais elle a justement aussi une transversalité, on pourrait dire échelle au sens un peu moins technique du mot, mais une transversalité entre l'enseignement, entre la recherche et l'activité de praticienne. Et ça, c'est très important aussi. Il ne s'agit pas de questions, je pense, anodines, on le dit souvent, l'architecte qui est transversal aux échelles de différents points de vue. Mais je pense que c'est très important parce que nous croyons un peu en une idée de la formation architecturale comme d'une occasion qui ouvre une pluralité de métiers. Et en plus de cette formule, là aussi, qu'on entend souvent,
je pense que l'ouverture à une pluralité de métiers ne peut que nous conduire à une idée très politique du rôle de l'architecte. Et les questions que Pascal a évoquées très brièvement et qui animent notre idée de ce cycle de conférences sont finalement des idées très politiques et qui veulent aussi, dans le titre qu'on a donné à ce titre, les Europes au pluriel, essayer de regarder à l'Europe comme quelque chose de très ouvert et comme un espace aussi mental dans lequel on se remet tout le temps en question et on essaye de le faire, peut-être pas toujours, et contre tout repli identitaire, et il me semble très important en ces moments. Donc, je termine en remerciant aussi l'administration de l'école qui nous a beaucoup aidés pour l'organisation de ce cycle, et en particulier le service de la communication qui a été vraiment impeccable dans la gestion de toute cette organisation qui est quand même très complexe. Et je laisse la parole à Paola Vigano pour cette première conférence du cycle. Merci. Donc, merci. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez là au fond? Ah oui, maintenant oui. Donc, merci pour cette invitation et aussi pour cet honneur de commencer, faire la première conférence de ce cycle. Et merci d'être si nombreux. C'est quelque chose qui est quand même touchant. Merci beaucoup. Et alors, je voudrais vous parler d'une série d'expériences pour réfléchir. OK, comme ça devrait être. Non, mais ça va comme ça, non? Non? Ouais. Ah. Très bien. Non, c'est pas encore le bon. Ça va maintenant? OK. C'est qu'on on est revenu au point de départ, j'ai l'impression. Donc, en tant qu'Européenne convaincue, j'ai passé toute ma vie avec une grande... je suis très contente d'être européenne d'une certaine façon. Mais en même temps, je suis aussi convaincue que notre culture, et je dirais la culture occidentale, doit encore être critiquée. On doit encore continuer à la critiquer. La critique de notre culture, et en particulier de notre culture moderne occidentale, je pense c'est quelque chose qui nous occupe et qui est fondamental pour peut-être se poser la question de ce qu'on sera dans le futur. Alors maintenant, il faudrait savoir comment on peut faire passer les slides. Vous pouvez m'aider? Parce que moi, soit je clique, soit mais il n'y a rien qui... Ah, c'est là? OK. Donc, je dois utiliser celui-là. Parce que la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on est prêt à ce changement qui est vraiment un changement d'époque, un changement radical, c'est un changement qui investit toute notre culture, notre façon de vivre, nos styles de vie, nos relations avec les autres, avec la nature. Donc, est-ce que finalement on est prêt à ça? Je vois que ce n'est pas peut-être la dernière version, mais OK. En effet, je pensais avoir écrit que cette image, c'est une image de Jonas qui aura 25 ans à l'an 2000. Donc, un film qui a été un film culte des années 70, un film de Alain Tanner, qui était un metteur en scène suisse. Et la question est posée parce que ce film parlait vraiment d'un moment de transition très, très important à la moitié des années 70. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui est-ce que donc cette transition-là, on l'a pas vraiment
on n'a pas vraiment été capable de passer à travers cette transition de façon positive. On a beaucoup laissé à côté, on a oublié, on a fait comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de faire la même chose, d'oublier? Déjà, à la moitié des années 70, tous les thèmes qu'on a aujourd'hui, tous les thèmes qui nous occupent aujourd'hui, étaient déjà posés, tous. Et à un certain moment, on a oublié. Et on a passé 50 ans en faisant autre chose. Et après, ils sont revenus, tous. Aujourd'hui, on les appelle peut-être différemment, mais ils sont très similaires. Et alors, c'est assez normal de se demander, mais il y a un problème. Est-ce qu'on n'est pas capable de penser cette transition? Nous, c'est-à-dire les Européennes, dans le sens de nous, les Occidentaux. Parce que ça, c'est ce qui dit un écrivain indien, qui est Amitav Ghosh, dans son livre important, Le Grand Dérangement, qui a comme sous-titre Climate Change and the Unthinkable, donc le fait qu'on a un problème à penser le changement climatique. Et donc, les expériences que je vais utiliser sont des expériences qui me servent un petit peu à faire émerger peut-être des points un petit peu de difficulté ou qui nous amènent effectivement à dire peut-être on n'est pas capable encore. Et pour être capable, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je n'aurai pas toutes les réponses, mais je trouve déjà important de comprendre que peut-être il y a une certaine résistance à penser le changement. Et la première expérience que je voudrais passer assez rapidement, c'est justement ce moment dans lequel la question des imaginaires s'est posée d'une façon importante. Ces imaginaires de crise et d'espoir. Entre autres, on a fait ce travail qui était lié à un moment de réflexion à l'échelle du Grand Genève, donc l'échelle métropolitaine, qui sont toujours des moments très intéressants, comme l'a été aussi le moment du Grand Paris et d'autres moments dans lesquels on pose la question de quel pourrait être le futur d'une ville, d'un territoire, d'une métropole. Et le titre qu'on avait choisi, c'était Du sol et du travail, parce que qu'est-ce que... Allez, trop. Le micro est parti. OK. Disons que le sol et le travail sont vraiment les éléments fondamentaux pour repenser drastiquement, radicalement notre façon de vivre. Le sol, parce que c'est de là que vient notre vie, et le travail, parce que c'est le travail qui organise fondamentalement notre vie. Et donc, on pensait que s'occuper du futur de cette métropole, à cette époque-là, nécessitait de parler de ces deux grandes questions. Le sous-titre, qui a été un sous-titre qui a fait un petit peu discuter, c'était que finalement, cette transition contient une dimension biopolitique importante. Alors, biopolitique, donc politique, ça a été déjà dit, mais biopolitique, c'est-à-dire qui concerne la vie en relation à la politique, ou comment la politique, ou comment le pouvoir s'occupe de la vie. Et donc, la première fois qu'on a proposé de discuter dans ces termes, quelqu'un m'a dit que ce n'était vraiment pas le cas de poser la question de cette façon, avec la question de la biopolitique, mais moi, je pense que c'est mieux de poser les questions plutôt que, disons, cacher un petit peu ce qui pourrait nous donner quelques soucis et essayer de faire de cette difficulté à toucher certains thèmes un point plutôt important de réflexion. Donc, regarder la question biopolitique, regarder la dimension biopolitique de la transition me semble absolument nécessaire. Donc, je disais imaginaire de crise, imaginaire d'espoir. Les années 70 à Genève, c'était la fermeture d'un cycle, le cycle de la ville industrielle. Donc, un moment de crise d'un point de vue du travail et aussi un moment de retour au sol, de retour à la terre.
avec cette idée qu'il fallait réinventer la société, réinventer l'éducation, réinventer l'école, réinventer l'économie, habiter différemment. Donc, tous ces thèmes qui sont des thèmes auxquels on pense aujourd'hui étaient tous là. Et c'est souvent justement dans les moments de crise que l'aspect de l'espoir devient particulièrement central. Et aujourd'hui, on peut parler de ce territoire. Ici, vous voyez le lac Léman. Vous voyez un petit peu le rouge nous parle des températures qui seront de plus en plus importantes dans ce territoire. Et on peut aussi noter que si Genève se trouve, comme vous peut-être le savez, au fond là du lac, vous voyez que même une vallée alpine, comme celle qui se trouve juste à côté de Genève et qui va vers le Mont Blanc, sera un lieu avec des températures très élevées, avec des canicules importantes, exactement comme la ville de Genève. Donc, quand on dit que les villes sont un problème d'un point de vue du changement des canicules, ce n'est pas exactement vrai. Ça dépend où la ville est placée, ça dépend des microclimats, ça dépend de la façon dans laquelle le changement climatique va impacter sur cette ville spécifique. Donc, il y a toute une idéographie à raconter, c'est-à-dire une écriture spécifique de comment le changement climatique va toucher les différents territoires. Et dans ce cas, par exemple, comme je vous disais, une vallée alpine, à cause de sa coupe, de sa morphologie, sera un lieu problématique autant qu'une grande ville. Et après, il y a tous les autres thèmes qui sont l'érosion, l'instabilité des sols, etc., etc. Mais quel type de métropole est ce Grand Genève? C'est une métropole lacustre, évidemment, alpine, parce qu'il y a aussi les montagnes, mais c'est surtout une métropole de villages. Parce que au-delà de quelques villes, et en particulier au-delà de Genève, les gens habitent dans des situations très dispersées et sur un réseau d'anciens villages qui sont aujourd'hui devenus des choses légèrement différentes, mais sont dispersés partout. Donc, on habite sur des vallées, on habite sur les versants. On est un petit peu comme au moment au XVIIIe siècle, quand Jean-Jacques Rousseau parlait justement de ce pays, la Suisse, qui était comme une grande ville, et où on habitait justement sur le versant, à côté d'une rivière, sur un sommet. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, on a une sorte d'équilibre entre la quantité de population qui habite la ville ou des villes et les autres qui habitent tout le reste. Donc, on est plus ou moins en 50%. Mais la question intéressante, c'est que la planification, les plans ne s'intéressent pas beaucoup de ce 50% qui n'habitent pas les villes. Et dans le cas de Genève, c'était particulièrement vrai parce qu'on a toujours imaginé de densifier ce qui était déjà dense, d'amener tous les transports en commun selon certaines lignes et d'en densifier ces lignes-là. Et donc, on ne s'est jamais vraiment posé la question du fait qu'une quantité importante de la population habite ailleurs. Donc, la première chose à dire, c'est qu'on doit comprendre que le changement climatique sera spécifique dans chaque lieu, qu'il va nous demander un effort de lecture et de description vraiment particulier, et que la ville de laquelle on s'occupe, c'est une ville, dans ce cas une métropole, qui est faite de villages ou de situations de dispersion. Chaque morceau de ce territoire doit être compris. Et dans notre cas, avec les étudiants, on avait vraiment réalisé, paysage par paysage, une maquette qui nous permettait de comprendre cette articulation, cette richesse de situations qui construisent le Grand Paris, le Grand Genève. Et c'était aussi le point de départ d'une atlas de la transition pour dire que vraiment on doit imaginer de décrire différemment ces différentes situations. Le sol du canton de Genève, c'était un sol qui, plus ou moins, un tiers agricole, un tiers de milieu, un petit peu moins, de milieu naturel, et un tiers de sol urbain.
Or, les pédologues n'étaient pas trop intéressés à ce 30% de sol urbain. Et ce n'est pas le sol couvert par des bâtiments, hein, c'est tous les autres sols, ni par les infrastructures routières, c'est tout le reste. Et la question intéressante, c'est que ce sol, presque le 30% de sol, il peut avoir 1000 qualités, 1000 différences et peut être très utile pour affronter toutes les questions qui sont posées par les températures, par l'eau, par les événements extrêmes, mais aussi comme un sol qui peut accueillir un sol plus social, qui peut participer de pratiques sociales d'une façon plus intéressante. Tout le monde a été assez choqué par le fait que ce sol urbain était plus ou moins de la même dimension du sol agricole. Et que donc, on pouvait demander à ce sol urbain beaucoup de choses. Mais évidemment, on doit l'imaginer différemment par rapport à aujourd'hui. Autre chose très intéressante, c'est l'empreinte carbone de tout ce qui est déjà là. Et ce qui est très intéressant, c'est que les valeurs plus élevées, disons, d'énergie grise, se trouvent dans la périphérie de la ville et de la métropole. Donc, la périphérie est vraiment le grand gisement, est vraiment le lieu dans lequel on peut imaginer de penser différemment la ville et d'utiliser au mieux ce qui est déjà là. Ce sont des choses qui peuvent être assez, surtout dans une école d'architecture désormais, assez évidentes, mais le thème ici est aussi à quelle échelle on arrive vraiment à faire passer ces idées. Qu'une métropole n'est pas juste qu'une ville centrale, mais qu'elle est faite de villages. Que l'énergie grise est dans la périphérie et c'est là qu'on ne doit pas démolir et reconstruire. Et c'est là qu'on doit faire au mieux, lire au mieux ce qui se trouve déjà en place. Parce que c'est là l'énergie grise. Vous voyez, c'est des choses desquelles on parle, on discute, mais l'échelle auquel on doit imaginer ce passage sont immenses. Et donc, ça change vraiment le type de projet, ça change la façon dans laquelle nous pensons à l'architecture, à l'urbanisme, etc. Donc, on a fait toute une grande quantité d'expérimentation surtout avec les étudiants sur les différents types de sols. Je ne vais pas rester longtemps sur certaines images. Mais si on regarde, par exemple, la mobilité et le rôle du transport en commun, la première image que vous voyez là à la gauche, 1925, le territoire était très bien desservi par beaucoup de lignes de tramway, sont en rouge, et beaucoup de lignes de chemin de fer. Si vous regardez 2020, vous voyez que presque tout a disparu. Et ça, c'est assez incroyable parce que la ville de Genève est en train de réaliser des tramways, mais par rapport à il y a un siècle, on a perdu une quantité d'infrastructures assez importante. Évidemment, le projet, disons, la vision 2050, c'est de revenir à cette densité de transport en commun. Mais on doit comprendre l'effort qui sera derrière ça, l'effort en termes de coût de ces infrastructures, mais aussi en termes de temps nécessaire à réaliser tout ça. Et penser qu'il y a un siècle, tout ça était déjà là. Donc, encore une fois, on a perdu quelque chose dans ce parcours vers le futur, vers le progrès. On a perdu des choses aussi dans la rue. Et aussi, ne pas imaginer que la seule infrastructure capable d'organiser l'espace de la ville puisse être le transport, l'infrastructure forte, mais qu'il y a toute une série d'infrastructures qui sont beaucoup plus faibles, qui ont été surtout fortement affaiblies dans le temps, ont été détruites, ont été cachées, ont été violées. Et moi, je suis très intéressée à toutes ces structures territoriales qui apparaissent et disparaissent, mais qui pourraient avoir un rôle très important pour donner des figures, des références, des structures à cette ville faite de villages, à cette ville métropole de villages. Et donc, je suis très intéressée au rôle social et écologique des infrastructures faibles. Et surtout dans l'idée qu'avec ces infrastructures faibles, on puisse se préoccuper un petit peu de la discontinuité, de la fragmentation de nos territoires. Et à travers une connaissance, une compréhension
de l'eau, comme de l'agriculture, comme des marginalités sociales. Parce que après, quand on suit l'eau, quand on suit, disons, les interstices des métropoles, on trouve aussi les marginalités sociales qui sont souvent à côté de l'eau ou à côté des lieux à risque ou à côté de lieux abandonnés, marginaux, des fragments qui sont dans cette métropole. Et j'imagine toujours de pouvoir mettre ensemble toutes ces faiblesses, tous ces sujets faibles. Et à partir de là, imaginer un projet de... aujourd'hui, on dit de réparation, comment on dit, une préparation à un futur possible qui passe à travers redonner un rôle à toutes ces marginalités. Ce qui signifie aussi s'occuper de services écosystémiques et de relations donc verticales qui vont en profondeur dans le sol et qui ne touchent pas que la surface. Et par exemple, dans ce cas, on a continué à travailler aussi pour le canton de Genève sur cette idée d'infrastructure socio-écologique de continuité à l'échelle métropolitaine. Donc, en partant de l'eau comme composante fondamentale aussi de continuité, avec la possibilité d'une régulation climatique qu'on peut faire donc partout le long de ce réseau, en travaillant sur les mobilités actives et l'accessibilité. Hier, je discutais avec un médecin qui a une chaire de Urban Health, et donc on discutait justement de l'importance de faire que les personnes puissent se déplacer, puissent vraiment marcher, puissent utiliser leur corps d'une façon différente par rapport à aujourd'hui. Et cette santé n'est pas juste que la santé des hommes, c'est la santé générale, c'est la santé de tous, c'est la santé de l'environnement. C'est cette One Health qui concerne tout le monde. L'agriculture peut être un élément de continuité à l'intérieur de ces marginalités. La biodiversité trouve des conditions pour se renforcer. Les fragilités sociales, les marginalités sociales peuvent trouver des lieux d'inclusion à l'intérieur de ces continuités. Et tout ça pourrait renforcer la coexistence dans un système qui est clairement hétérogène, parce que la métropole est clairement très hétérogène. Et donc, c'est aussi un espace d'hétérogénéité que je pense serait très important à faire émerger, à renforcer, à rendre plus visible et surtout continu. Tout ça n'est pas si nouveau parce que déjà presque un siècle, dans le canton de Genève, on avait imaginé un projet qui mettait ensemble une idée d'espace public, un espace public continu à l'intérieur de la ville dense comme à son extérieur. Ça, c'était la nouveauté, qu'on considérait que l'espace public n'était pas juste une question de ville, mais c'était une question territoriale. Et ça, je pense, aujourd'hui, c'est particulièrement nécessaire comme espace public, un espace public à l'échelle territoriale. Sauf que dans ce cas, ce réseau était un petit peu imaginé comme un réseau de protection par rapport à une transformation importante qui aurait été la transformation moderne, la modernisation du territoire. Et donc, on disait plutôt qu'il fallait surtout préserver des lieux. Dans notre cas, ce n'est plus la question surtout que de la préservation, mais c'est surtout l'idée de faire devenir finalement cette forme de ville quelque chose d'inclusif pour tous, une forme de ville métropolitaine, une échelle métropolitaine qui est un lieu partagé, un lieu commun, un lieu qu'on peut reconnaître, dans lequel on peut se déplacer facilement et qui nous accueille, un lieu accueillant, un espace public, donc un espace aussi commun. Alors, considérez donc cet espace comme une sorte d'épine d'un système urbain comme celui dont je vous ai parlé. Déjà, Rem Koolhaas, à la fin des années 80, il disait qu'il s'agissait de prendre la position faible de l'urbanisme comme son point de départ.
Et moi, je pense qu'effectivement, c'est vrai, notre position en tant qu'architecte urbaniste, je trouve qu'on est assez faible fondamentalement et qu'on s'occupe aussi de faiblesses. Et ça, je trouve c'est très important. Et cette structure faible, pour moi, répond à 3 ambitions fondamentaux. La première, c'est cette altération radicale de la perspective du projet qui tend toujours à s'occuper de ce qui est plus fort, de ce qui a plus de pouvoir. Et donc, c'est un petit peu de renverser finalement et de partir du reste, de donner une valeur à l'hétérogénéité qui n'est pas que une valeur écologique, c'est aussi une valeur sociale, à la coexistence et à la marginalité. Et ça nous permet aussi de développer des prototypes que nous, on appelait éco-socio-spatiaux, parce que ça nous semble très, très important de s'occuper de l'espace et de l'espace de la société et de l'écologie en même temps. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est un seul discours et on ne peut pas les couper. Et souvent, on parle que d'écologie, on prend des positions à propos de l'écologie et on oublie qu'il y a une société, ou l'opposé. Mais l'espace nous permet de le mettre ensemble et de le considérer vraiment comme partie d'un seul discours. Donc, moi, j'accepte très volontiers cette idée de Colas années 80, qui s'occupait de beaucoup de choses très fortes, je dirais. Il aimait vraiment... Non, prenons cette faiblesse comme un point de départ et comme une prémisse, et voyons qu'est-ce qui peut sortir de là. Alors, quand on a continué après dans le même territoire, vous voyez au fond le Mont Blanc, donc c'est le PACA Chablais, c'est une partie donc, du Grand Genève. On est parti de ces différents paysages qui sont une façon pour comprendre l'individualité de ce territoire, donc le fait que c'est un territoire vraiment sujet. On a repéré une série de sémis de la transition, on les appelait comme ça, c'est-à-dire de groupes, de mouvements, de citoyens qui s'occupent déjà des thèmes fondamentaux de la transition écologique et sociale. On a eu la surprise de trouver que la majorité de ces épisodes un petit peu, on peut dire, originaux et innovants se trouvaient à l'extérieur des villes, plutôt vraiment dans les parties plus rurales. Ça, c'est un aspect intéressant. Et on a retrouvé un morceau de cette métropole de village. Mais ce qu'on a compris en étudiant plus dans le détail ces tissus urbains, un petit peu comme ça, dispersés, c'est qu'il n'y avait même pas de villages, c'était vraiment des hameaux qui ont été, qui sont devenus des lotissements. Et donc aujourd'hui, il y a des gros problèmes pour savoir où je trouve une pharmacie, comment j'arrive à m'acheter le pain tous les jours, parce que tout non seulement est dispersé, mais dispersé de façon clairement assez peu logique. Et on a compris aussi que ce territoire a été urbanisé tout d'un coup dans des temps très récents. Et cette urbanisation est liée à un rôle que ce territoire est en train d'assumer, que c'est un rôle de dortoir de la grande ville qui est très attractive, qui est Genève. Et ici, nous sommes sur le territoire français. Le territoire français permet finalement de recevoir tous les habitants, toutes les personnes qui arrivent à avoir un emploi à Genève, dans le canton de Genève, mais qui n'arrivent pas à trouver un logement dans le même canton. Donc, une sorte de inégalité qui est liée au fait que l'attractivité touche certains lieux et laisse d'autres lieux plutôt résoudre tous les problèmes qui sont créés par la grande ville. Mais avec ce sujet important qu'il n'y a pas une urbanité, disons, qui puisse justifier la construction de quelque chose qui puisse fonctionner dans le temps. On est plutôt dans une condition où des hameaux sont devenus des lieux habités par beaucoup plus de personnes, mais sans avoir ni les services, ni les infrastructures, ce qui est nécessaire, l'urbanité de laquelle on se préoccupe. Et en plus de ça, on comprend que cette idée d'un grand Genève ne les intéresse pas particulièrement. Ils sont plutôt convaincus qu'ils ont besoin de devenir plus indépendants
se détacher plutôt du Grand Genève et donc ne pas participer de cette narration qui est celle du Grand Genève. Et donc, en discutant avec les maires, donc presque tous français, on a compris que, et si vous regardez l'image au centre, que si Genève vous nous donnez un habitant, ben, il nous doit donner aussi un emploi et de l'infrastructure sociale, c'est-à-dire l'école, la crèche, la maison pour les personnes âgées, tout ce qui est nécessaire. Et que donc on n'est pas disposé, non, c'est le territoire qui parle ici, on n'est pas disposé à être le dortoir de Genève. Et donc tout ça remet en jeu la façon dans laquelle le Grand Genève a été construit et nous amène à parler, moi j'ai parlé dans le passé de métropole horizontale, c'est justement un de ces cas de manque d'horizontalité et au contraire de création d'un centre avec une large périphérie. Et donc le projet va justement dans cette direction d'essayer de faire remonter tous les potentiels de ce territoire et comment aussi une vision plus élargie qui ne considère pas juste la nécessité de Genève de faire fonctionner sa forte attractivité pourrait se mettre en place. Le territoire, lui, c'est un territoire qui est en même temps rural, agricole, forêt, avec beaucoup de forêts et avec beaucoup aussi de plans d'eau, de zones humides. Donc, c'est un territoire où l'eau, la forêt, l'agriculture sont très, très présents. Des constellations pourraient être utiles pour... constellations dans le sens des réseaux de villages, de portions, pourraient être utiles pour imaginer une échelle intermédiaire à laquelle faire fonctionner une certaine autonomie aussi de ces parties. Et après, la question de la régénération diffuse qui ne concerne pas que juste quelques parties, mais qui concerne tout le territoire dans son entièreté. Donc, un socle de la transition qui s'appuie à ce territoire agro-sylvo-hydropolitain, des nouveaux équilibres territoriaux. Donc ici, la question, c'est clairement la question de l'équilibre. C'est pour ça que l'horizontalité, l'idée de relation sur un même niveau, disons, de pouvoir sont absolument nécessaires. Et la question de cette métropole, faite de villages, pour repenser vraiment les caractéristiques de cette urbanité contemporaine. Et après, des grandes figures territoriales et géographiques qui nous aident à tisser des liens entre les différentes parties, par exemple dans l'idée de constellation, avec ce parc des zones humides qui se trouverait au pied des Voirons, qui sont une chaîne de montagnes. Et sur le pied de ce Voiron, on a toute une série de petits villages qui pourraient mieux travailler ensemble avec ce grand espace en commun, ce grand espace public en commun. Ou par exemple, avoir en commun une forêt. Et alors, tous les petits villages qui se trouvent autour de cette forêt, qui sont en partie suisse et en partie côté français, pourraient trouver dans la forêt aussi un élément d'un point de vue de l'économie, de l'exploitation de la forêt, mais aussi des relations possibles à travers la forêt. Et donc la forêt comme point aussi de reconnaissance de cette partie du territoire. Ou bien un petit centre qui va devenir une petite ville, parce qu'on a décidé de mettre là le grand lycée, le grand collège de tout le territoire, et donc qui va peut-être prendre un rôle différent, plus de centralité. Alors dans ce cas, un transport en commun qui puisse vraiment la rendre accessible, et donc un point de repère pour les petits villages qui sont autour, qui n'arrivent pas effectivement à avoir les infrastructures nécessaires. Et voilà, on arrive avec ça à des premières idées, à des premières hypothèses qui déjà, disons, renversent un petit peu la façon de penser à ce territoire. Mais quand on met ça en relation avec 3 grands thèmes, la capacité à se nourrir, la capacité à s'alimenter en eau et la perte de biodiversité, on voit que même ce projet sur lequel nous avons travaillé, qui déjà, comme je vous dis, a créé quelques polémiques et quelques critiques, même ce projet-là, il n'est pas à la hauteur de la situation. Parce que par rapport à la capacité à se nourrir, déjà le Chablais
n'est pas autonome de ce point de vue et n'est pas non plus capable d'aider le Grand Genève à être autonome parce qu'il n'est pas capable de se nourrir, déjà, lui. Et il y a eu des grandes études faites par Solagro et After, des scénarios 2050 qui montrent que vraiment l'urgence de maintenir la fertilité des sols. Mais déjà, on voit que le territoire, même s'il est assez rural, il n'arrive pas à se nourrir. Même chose pour l'alimentation à eau. Là aussi, des études ont été réalisées et on voit que d'un côté, la qualité de l'eau et la quantité d'eau ne font que se dégrader et diminuer. Mais si on va accepter les nouveaux habitants, on aura encore plus de problèmes et le stress hydrique déjà est très fort dans cette région. Et on parle de régions alpines, hein, des régions avec l'eau, avec des rivières, avec des cours d'eau, etc. Imaginez-vous dans d'autres lieux, avec d'autres niveaux de sécheresse. Et la perte de la biodiversité, bien qu'on puisse prendre une position de régénération urbaine et de réemploi, de réutilisation, de réparation, etc., on va quand même impacter un petit peu. Et même les nouvelles infrastructures, le transport en commun, etc., tout ça va avoir des conséquences. Donc, la Suisse n'est pas très bien placée par rapport à la biodiversité. Ils sont plutôt en condition de dégradation continue de la biodiversité. Et donc, encore une fois, imaginez-vous le reste. Et donc, on comprend que, et en plus à ces limites, on peut rajouter les limites en approvisionnement en matériaux de construction. Donc, finalement, tout ce qu'on est en train de faire n'est pas à la hauteur de la situation. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec la question de l'incapacité à penser la transition. Alors, ça, c'était un thème. À quelle heure je dois terminer? 45. Bon, je vais rapide. Ici, la question était un petit peu différente. Elle était plutôt... Donc, vous avez compris que je mets l'imaginaire au centre. Non? Le fait qu'on doit imaginer, on doit être capable de penser et peut-être on n'est pas encore capable. Et on a des obstacles qui concernent notre propre culture, c'est-à-dire la culture européenne, la culture occidentale. Dans ce cas, la question des images et des imaginaires, donc ici on est à Brest, c'est encore un exercice sur le futur de Brest 2040, qui concernait surtout la partie centrale de la ville, la partie reconstruite et la partie qui est de l'autre côté de la Panfeld, qui s'appelle Recouvrance, donc le cœur de la métropole. Dans ce cas, nous avons travaillé beaucoup sur la ville avec les habitants, en écoutant tous ceux qui acceptaient de parler. Et je voudrais reprendre rapidement une définition qu'on avait mise de qu'est-ce que c'est cet imaginaire avec Bernardo Secchi dans le livre sur Anvers, le territoire d'une nouvelle modernité, parce qu'on a fait le plan de structure de la ville d'Anvers. L'image a une représentation mentale, une idée, un concept, est une manière de prendre en compte l'imaginaire collectif dans la recherche d'objectifs partagés concernant la transformation de la ville. Les images jouent un rôle fort et porteur dans le dessin de la ville. Donc, on avait écrit ça. Et c'est pour ça qu'à Brest, on a justement parlé avec les artistes, avec les adolescents. Catégorie très difficile, hein, les adolescents avec lesquels parler, avoir la possibilité de discuter avec eux. Et après, on avait essayé de repérer ces images qui étaient un petit peu là, qui survolaient un petit peu la ville. Et on a parlé, par exemple, de la ville grise, de cette image. Tout le monde pense à Brest, la Brest reconstruite, comme une ville grise. Mais la ville n'est pas grise du tout. Elle est colorée. Donc, pourquoi on l'appelle grise? Pourquoi dans l'imaginaire collectif, cette ville est grise? Et quand on dit que la ville est grise, déjà, on a dit que c'est une ville un petit peu ennuyante, c'est une ville à laquelle on n'est pas particulièrement attaché. Une ville séparée, parce que ce cours d'eau qui divise en deux la ville, dans le temps passé, a divisé finalement une ville qui parlait français d'une ville qui parlait breton.
Et aujourd'hui, encore, il y a cette idée de centre et de périphérie des deux côtés de la rivière. Une ville de la marine, une ville qui est en réalité séparée et déconnectée parce que les militaires ont construit leur propre connectivité, leur propre continuité. Et après, une image comme celle de ville-paysage qui n'est pas une image originale, mais dans le cas de Brest, elle est vraiment peut-être l'image la plus claire, la plus forte pour parler d'une ville qui a un rapport avec les grands paysages, avec la topographie absolument sublime. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les images, les imaginaires sont en même temps un vecteur de changement, de possibilité de regarder vers le futur, d'ouverture, autant qu'elles peuvent être profondément inertes et jouer l'inertie plutôt que la possibilité d'évolution. Et récemment, j'ai trouvé ça parce que je ne l'avais pas bien compris, parce qu'on a tous, je pense, lu Fernand Braudel et La longue durée, mais je n'avais jamais noté combien et comment Fernand Braudel parle de la longue durée de l'imaginaire collectif et du fait que cette inertie peut devenir un vrai problème parce qu'on n'est pas capable de dépasser certaines images et de faire évoluer nos imaginaires. Et quand on a étudié les villes à partir des imaginaires, il faut toujours considérer les deux côtés et aussi s'occuper des images qui semblent au contraire être des images fortement négatives et fortement stigmatisantes. Et ce sont des images à détruire aussi. On a des images à détruire. On n'a pas que des images à trouver. Il faut aussi être capable de déconstruire les images qui nous semblent finalement ne pas être porteuses de futur. Et je trouve qu'on met beaucoup d'intérêt dans les images porteuses du futur. On devrait mettre la même énergie vers les images qui, au contraire, nous empêchent de regarder au futur. Alors, dans le cas de Brest, les différentes images, après, s'articulent dans une série de projets stratégiques, mais chaque projet stratégique ou espace stratégique a vraiment cette fonction de pousser l'imaginaire. Par exemple, un système d'accessibilité métropolitaine dans une ville qui est une ville où le chemin de fer arrive et s'arrête parce qu'il n'y a plus rien, il y a l'océan. C'est une Finistère, c'est une ville qui à la fin, à la marge. Et donc, de faire travailler ce moment d'arrivée comme vraiment un lieu de centralité entre le point haut et le point bas, l'eau et le haut de la falaise, entre le centre-ville et la gare. Donc, vraiment comme un lieu qui est en même temps le point de contact avec le grand paysage de la rade, mais aussi là où tous ces jeux entre le haut et le bas doit être résolu et qui devient un élément central, un nœud central pour comprendre la ville. Le deuxième, la corniche. La corniche se réfère au fait qu'on peut imaginer une continuité le long de ce cours d'eau qui est un aber, donc qui a aussi l'eau de la mer qui rentre, et aussi finalement tout ce qui est en bas, au pied, là où il y a cet aber, c'est l'armée qui occupe aussi toute la côte, presque une partie très importante de la côte. Donc la ville peut juste arriver là et regarder vers le bas, elle ne peut pas descendre. Mais quand nous, on avait été appelés, il avait eu ce concours pour Brest, l'idée c'était d'occuper, que la ville aurait eu finalement la possibilité d'occuper une partie importante de ce qui se trouve en bas. C'est-à-dire que les militaires auraient laissé une partie de leur terrain. Dans l'entretemps, les militaires ont changé drastiquement leur position. Et ils ont dit qu'ils ne vont laisser plus rien, pas 1 centimètre carré, parce que je ne sais pas si vous l'avez compris, mais les militaires sont en train de se préparer. Ils se préparent pour quelque chose qui n'est pas la paix. Et donc, ils vont laisser rien. Mais pour cette raison, on a considéré que se rapprocher, amener la ville, amener les pratiques sociales le plus proche possible de cet espace qui sont occupés par les militaires, nous semblait très intéressant. Apporter la pression urbaine à côté des militaires.
Et le troisième, un système de parc, était particulièrement important dans le cas de Brest, parce que Brest a un système de vallons qui est vraiment magnifique, qu'on peut imaginer de connecter. Ils ne sont pas aujourd'hui très bien connectés à cette berge principale et donc arriver à la côte. Mais cette côte devient aussi un objet différent par rapport au passé, parce que finalement, la montée du niveau de la mer, la submersion marine, va être présente aussi le long de cette Pamfeld. Et donc, toutes les idées qu'on a eues dans le passé d'aller densifier, d'imaginer un morceau de ville, une fois que les militaires auraient laissé ce lieu, il faudra les réviser, parce que peut-être les militaires même ne pourront plus rester dans cette partie, parce qu'on aura un niveau de la mer plus élevé. Et donc, les bâtiments qui sont aujourd'hui là pourraient être imaginés comme des bâtiments transparents d'un point de vue hydraulique, et peut-être, pourquoi pas, un musée sur l'imaginaire de Brest. La ville reconstruite, c'est une plaque de béton ou d'asphalte ou d'enrobé. Et c'est à cause de ça qu'on l'appelle une ville grise. Donc la question, c'est de remettre les mains sur les sols de la ville pour retrouver quelque chose de différent. Et vous voyez ici au milieu, c'est l'îlot brestois de la ville reconstruite. C'est le plus dense, le moins perméable de tous les autres îlots de villes reconstruites qui sont autour de Brest. Et si on va dans la vieille ville de recouvrance, on trouve qu'à cause aussi de la topographie, il y a encore des jardins. Mais quand on va dans la ville reconstruite, c'est ça l'intérieur de la ville reconstruite. Il n'y a pas de parking et on a tout donc minéralisé. Et on peut imaginer la ville de Brest, après le plan guide, a pu gagner un projet européen. Et aujourd'hui, ils sont en train justement de discuter, de voir avec des îlots pilotes qui seraient donc repensés comme des occasions de déminéralisation, de repenser aussi les rez-de-chaussée, les activités au rez-de-chaussée, les espaces communs à l'intérieur, avec évidemment un effort très fort qui est porté sur le transport en commun avec la nouvelle ligne de tramway, et donc une diminution aussi de la présence de la nature. Donc, la question de l'inertie, les images porteuses d'inertie. Et le troisième cas, mais que peut-être je n'aurai pas vraiment le temps de vous présenter, c'est le cas plus récent d'un travail important qu'on a fait à la Belgique, donc le long d'une rivière qui a inondé toute sa vallée, avec des conséquences importantes. Et là, on a travaillé avec l'Université de Liège pour un schéma stratégique interdisciplinaire sur donc le futur de cette vallée. La question que je voulais vous poser ici, c'était vraiment la question de, encore une fois, l'imaginaire, et la question, est-ce qu'on est capable de penser cette transformation? Est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire d'être résilient? Est-ce qu'on est disposé à être résilient? Est-ce qu'on peut on veut et on peut accepter les événements catastrophiques qui nous attendent? Est-ce qu'on est capable de traverser une catastrophe? Parce que la résilience, c'est justement la capacité de faire passer sur nous-mêmes l'événement. C'est une flexibilité telle qu'on peut être traversé par l'événement lui-même. On ne fait pas de résistance, on l'accepte. Ça, c'est pour moi un concept fondamental pour penser les limites de la culture occidentale, qui est moderne surtout, qui a été une culture de résistance. Ici, vous voyez comment les gens sont mis au travail immédiatement. Ce sont des photos très belles parce que tout le monde sourit. Ils sont tous... Et c'est un moment d'énergie, c'est un moment de solidarité. Mais après, la solidarité disparaît, comme vous savez. Quand on est dans une vallée, la question de la solidarité, elle est très intéressante parce qu'elle se joue de l'amont à l'aval. Et
on est convaincu du fait qu'il faut une solidarité amont-aval. Parce que tout, à la fin, va se retrouver dans les parties qui sont plus en aval, donc la vallée est la partie plus basse de la vallée. Et ça a été le cas même ici, évidemment. L'eau a pris son espace, a rempli la partie basse de la vallée. Mais là, il y a les villes les plus pauvres, la population la plus fragile se trouve exactement là. Et les autres habitent sur les versants, sur les plateaux. Ils se sont presque même pas rendus compte qu'il y avait une catastrophe juste en bas, pendant l'été. Et en effet, sont arrivés plus avant les Wallons, sont arrivés les Flamands. Parce que les Flamands sont des touristes dans ce territoire. Ils la connaissent en tant que touristes, donc ils sont affectionnés à ce territoire. Donc ils sont allés aider les gens. Et donc l'eau a repris tout simplement son espace. L'eau, sujet, a repris son espace. On ne peut pas contester ça, parce que l'eau, elle est où elle doit être. C'est le lit majeur. On l'appelle lit majeur, parce que c'est le lit de l'eau. Dans le futur, on aura plus de situations de ce type. Les climatologues ont fait des propositions assez difficiles à raconter aux gens, parce qu'il s'agissait de dire que d'ici à 2050, il y en aura peut-être 2 à 3 du même type, de la même gravité. Et après, on aura de la sécheresse et des feux. Donc, on doit s'adapter. Et c'est déjà difficile de s'adapter. C'est déjà des infrastructures. Mais ce qu'on doit savoir, qu'après 2050, ce sera plutôt le feu, le problème. Donc ce qu'on fait pour s'adapter doit être capable d'être utile aussi pour la sécheresse. Donc, on travaille sur tout le territoire, tout le bassin versant. Il n'y a rien qui exclut. Tout doit être utile, doit être un potentiel de résilience. Donc, l'agriculture qui devrait retrouver sa capacité de tenir le sol, de rester être plus stable et plus humide ce sol, donc grâce à une végétation plus importante. Les forêts qu'on a plantées, qui ne sont pas des forêts autochtones, qui devraient revenir ce qu'ils étaient dans le passé, c'est-à-dire plutôt des... maintenant le terme ne me vient plus. Voyons ici, peut-être c'est plus clair. Le terme m'échappe. C'est pas le boca, donc c'est les tourbières. Qui étaient des tourbières, donc qui ont cette capacité relative, mais un petit peu de capacité d'éponge. Et si on les redessine d'une façon un petit peu attentive à la capacité de stockage de l'eau, elle pourrait être aussi une éponge plus importante, tandis qu'aujourd'hui, les forêts qu'on a plantées, ce sont des forêts qui ont eu besoin d'être même de drainer les sols. Donc, l'eau ne s'arrête vraiment pas un instant. Donc, tout cela veut dire repenser l'agriculture, qui redevient quelque chose comme était plus tôt dans le passé, beaucoup plus riche en termes de végétation, et aussi de revenir aux tourbières. Et déjà, agir sur les tourbières, c'est quelque chose qui serait très, très important. D'un point de vue de la vulnérabilité de la population, comme j'ai dit, les parties plus vulnérables étaient celles qui ont été inondées. Et ici, on doit quand même se poser une question de la planification. Juste un instant, on a des plans. Ici, c'est des plans de zoning qui produisent le risque et qui vont continuer à produire le risque. Donc, on doit être capable de jeter ces plans à la poubelle parce qu'à un certain moment, il faut dire qu'on s'est trompé dans le passé. Il faut dire que, justement, notre culture a aussi quelques éléments qui est à critiquer fortement. Et si on n'est pas capable de changer un plan, comment on peut penser de faire cette transition, de passer à travers la transition, si on n'est même pas capable de changer une couleur sur un plan? Donc, je pense que là, ce sont toutes des questions qu'on a débattues longuement avec cette population, avec vraiment avec un rapport très, très fort et très, très important qui s'est établi avec les différents villages, parce qu'il y a une trentaine de villages dans les 2 petites villes, avec une discussion forte sur la question, sur les scénarios,
dans laquelle on a pu discuter le scénario 2, qui est qu'est-ce que la rivière veut. Donc, on discute de ce que nous, on veut. On ne veut pas changer, fondamentalement. Mais après, on discute de ce que la rivière veut. On la considère comme un sujet à part entière. Et à partir de là, le début a été un petit peu difficile parce qu'on nous a dit, là, vous voulez une rivière, une vallée fantôme. Mais la question, c'est comment on peut coexister avec cette rivière. Je pense qu'un autre aspect que notre culture doit discuter, c'est la question du risque, qu'on ne pourra plus imaginer de sortir, avoir une situation sans risque, ce qui a été une utopie de notre modernité, de nous donner justement une condition de tranquillité et de manque de risque total, mais ça n'est pas possible. Donc la résilience, c'est aussi comment je peux apprendre à vivre avec certains risques. Et tout ça nous a amené à quelques points d'une vision, mais je ne vais pas passer... Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Peut-être juste de dire que alors on doit traiter, si on doit parler du fond de la vallée, on doit parler aussi des grandes zones industrielles qui se trouvent sur les parties hautes de la vallée. Et là, on doit penser de redessiner complètement ces zones industrielles qui sont des grandes plaques aujourd'hui complètement imperméables, mais aussi repenser la façon dans laquelle on peut accéder à ces zones industrielles, le transport collectif, repenser les relations entre les différentes parties de ce territoire pour qu'elles puissent mieux travailler ensemble. Encore une fois, l'idée des constellations, ce qui veut dire aussi s'occuper des petites centralités, les micro-centralités dispersées, qui puissent fonctionner mieux par rapport à aujourd'hui. Et tout ça lancerait dans une idée de Wallonie, cette région qui est tellement marquée par la pauvreté, par le déclin industriel qui désormais remonte à, je sais pas, il y a 50 ans, 60 ans, et qui est encore là, finalement, avec les milliers d'hectares qui sont pollués. Ce petit morceau de Wallonie, entre l'Allemagne et la Belgique, elle pourrait quand même être un point de départ d'une idée différente de Wallonie. Et c'est quelque chose que j'ai exploré dans beaucoup de projets que je fais dans cette partie de la Belgique, sur une idée de... une nouvelle image pour ce territoire. Je peux m'arrêter ici, comme je pourrais continuer, mais je pense que parce qu'il avait juste un tout petit projet d'espace public pour dire que finalement, toutes ces grandes réflexions ne sont pas des réflexions abstraites, ce sont des réflexions qui sont très, très liées à notre pratique. Nous touchons ce thème, le thème de la résilience, le thème de pouvoir survivre dans un lieu, le thème de la vie en général, le thème de écologie dans le sens de lieu dans lequel on habite, de la coexistence avec certains risques, l'eau comme d'autres risques. Ce sont des thèmes qu'on a tous les jours en face de nous. Et c'est pour ça que je pense que la dimension biopolitique de la transition écologique et sociale est fortement sous-estimée. Et qu'au contraire, il faudrait ouvrir un débat sur cet aspect. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci, Paola. Et donc là, on a un peu de temps pour des questions. Peut-être que nous, on a quelques questions, mais avant de poser nos questions, on laisse la salle réagir. Donc, j'ai fait un peu le présentateur, là, si vous voulez. Je vais vous passer le micro. Si quelqu'un veut poser une question, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées, très stimulantes, très riches, et aussi très inconfortables, aussi, je dirais, pour nous remettre bien en question. Quelques... Sinon, je... Quel silence. Je suis préoccupée. Oui. Attendez, je viens par contre, là, c'est un peu... Je vais faire comme ça. Et vous passer le micro, comme ça, tout le monde.
Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question, en fait, du coup, j'ai fait le studio de Paula Vigano en ma 3e année à l'EPFL. Et juste après ça, je suis partie et je suis jamais revenue vivre en Suisse. Et en fait, la question que je me la pose toujours, c'est est-ce que ce territoire, au final, il présente pas déjà de base une très forte résilience qui est liée à son aspect de territoire en fait très contrasté et très marqué par le contexte naturel, le dénivelé, tout ça en fait. Et aussi donc la réaction des gens en Suisse à ça, je trouve qu'ils ont en soi une sorte de résilience naturellement innée. Et je viens de voir un documentaire qui m'a refait penser à ça, où j'ai appris que le premier procès aux sorcières en Europe, il s'est passé en Suisse, dans le canton de Vaud, au XVe siècle. Et on dit que quand on juge, on a envie de répondre à des questionnements par rapport à la nature quand on juge les sorcières. Enfin, c'est une réaction à une incompréhension de la nature, qu'est-ce qu'elle fait, enfin, comment elle nous fait, qu'est-ce qu'elle nous fait vivre. Et donc, cette histoire de résilience, je trouve que quelque part, c'est peut-être pour ça que vous cherchez à trouver des solutions à comment réagir au changement climatique en Suisse, parce que déjà, les gens, ils sont quelque part propices un peu, le territoire est déjà peut-être un petit peu propice à avoir une résilience et à trouver des solutions. Et je me demande si ça aurait été pareil sur un territoire plus diffus, moins peut-être sans cette résilience innée. Je ne sais pas si Gaëlle va me faire comprendre. Je ne sais pas si les Suisses sont plus résilients. Je sais que les Alpes seront soumises. Le changement climatique aura un impact très très fort sur les Alpes. Il suffit d'aller sur le glacier du Rhône pour voir l'état épouvantable dans lequel il se trouve. Et donc, je dirais que la Suisse va souffrir beaucoup du changement climatique comme tous les autres. Et je ne pense pas qu'ils sont particulièrement prêts à faire ce pas de transition parce que la Suisse est aussi un pays avec beaucoup de contradictions. Et je regarde en face de moi des contradictions fortes par rapport à son économie, à la façon dans laquelle les choses sont gérées. Comme je disais, par exemple, du point de vue de la biodiversité aussi, ils ne sont pas du tout les premiers de la classe, ni du point de vue de l'autonomie alimentaire. Ils sont parmi les pires en Europe, avec le Luxembourg. Donc, les deux sont les pires en Europe. On arrive à vous amener le micro. Si entre-temps, il y a quelques-uns plus proches d'ici, on passe à la question. Vous pouvez parler sans micro, mais non, mais regardez. Et en plus, c'est mieux pour l'enregistrement, pardon. Donc, on attendait 2 secondes qu'on vous amène le micro. Oui. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Donc moi, je suis en visite de Montréal, je pense que ça s'entend. Puis je suis pas tout à fait familier avec la complexité du contexte européen. N'empêche que j'ai pu très facilement projeter plusieurs de ces analyses-là dans le contexte montréalais, le contexte nord-américain. Surtout considérant que chez nous, en général, les autorités publiques, en termes d'aménagement du territoire, c'est presque toujours le strict minimum qui est fait, juste pour que ça continue à fonctionner, puis que tout se tient à peu près ensemble. Puis lorsqu'il y a des gros changements au niveau des infrastructures qui viennent avec des changements socio-économiques aussi, ça vient de capitaux, du grand capital et de fonds privés. Donc, si on avait à condenser à... C'est quoi le strict minimum? C'est beaucoup de visions qui sont vraiment intéressantes, mais que je me dis, ça n'arrivera pas chez nous. Fait, ça serait quoi le strict minimum ou le point de départ? Disons que une des raisons pour lesquelles on développe des visions de ce type, c'est pour s'obliger à discuter des choses, non? Il faut les utiliser, ces visions. Elles ne sont pas un projet qu'on peut penser, quelqu'un va prendre, réaliser, non, morceau par morceau. C'est plutôt qu'elles permettent de faire remonter contradictions
points qui sont quand même à revoir, à repenser, à discuter. Et de ce point de vue, les idées, après, font leur parcours. Donc, ce n'est pas nécessaire de rester sur le strict minimum. Au contraire, je dirais c'est plutôt intéressant d'ouvrir, de permettre, pour une fois. Vous savez que la question, c'est qu'on n'a jamais la possibilité de voir un petit peu ensemble les choses, non? On est tellement habitué à cette segmentation, sectorisation des thèmes, que les occasions pour regarder ensemble, parler en même temps d'écologie et du social, de mobilité, économie et du social, c'est assez rare. Donc, surtout, ces occasions sont des occasions rares dans lesquelles on peut se permettre de faire des discours qui traversent les champs. Après, quelques idées, devient une idée peut-être forte, peut-être est prise par quelqu'un. C'est vrai aussi qu'ici, on parle de ces adaptations qui, malheureusement, vont prendre du temps. Ce ne sont pas des choses hyper rapides. Et donc, dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, justement, d'une façon, le mieux possible. Et maintenant que je suis en train de travailler sur Rome, c'est une occasion similaire, une vision pour Rome à l'horizon 2050. On a 6 équipes qui ont été sélectionnées pour travailler pour Rome. Et le motto que j'ai mis, c'est, je le dis en anglais, A Splendid Preparation for the Future. Faisons devenir la préparation un moment splendide, dans lequel, au moins, tu vois, moi, je pense que pour vous, que vous êtes des architectes, vous étudiez architecture en ce moment, c'est magnifique l'idée de faire avec ce qui est déjà là. Vous avez une possibilité extraordinaire de lire ce qui existe, de comprendre ce qui existe. Les architectes avant vous, nous, on appartient un petit peu à cette génération. On nous a, moi, sincèrement, j'ai eu des profs qui m'ont enseigné beaucoup à lire, mais pas tout le monde, je dois dire la vérité. Et donc, on était aussi un petit peu habitués à dire, OK, on démolit, on refait. Ça empêchait de lire. Et vous, au contraire, vous avez la possibilité de passer du temps à lire la ville, à lire le territoire, à lire les bâtiments, à lire les infrastructures. Cette lecture est quelque chose qui va vous enrichir et vos projets seront magnifiques, à mon avis. Il y a une marge de créativité dans cette lecture qui devient un projet qui est extraordinaire. Je m'arrête ici, va. Yes. Yeah. En tout cas, par rapport à Montréal, ce serait bien de faire un exercice comme ça aussi à Montréal. Voilà. En tant qu'étudiant, vous pourrez vous-même vous inventer quelque chose comme ça. Bonjour. Moi, j'avais une question un peu particulière. Vous en avez parlé brièvement. Vu que votre projet parle d'une temporalité qui est quand même assez longue, à une grande échelle aussi. Est-ce que vous envisagez la guerre dans vos projets? Vous envisagez, pardon? Est-ce que vous envisagez la guerre dans vos projets? Ah, la guerre. Rapidement, sans le citer d'ailleurs. Non. C'est intéressant. Non. Dans cette, disons qu'on considère qu'on a déjà assez de problèmes. L'armée, vous avez eu quand même à Brest. Pardon? Avec l'armée. Ah si, à Brest. Non, à Brest, c'est parce que j'ai entendu un discours qui est fait par un grand personnage de l'armée qui parlait comme s'ils étaient en train de préparer la guerre. Et moi, j'étais un petit peu choquée, mais OK. Non, on n'envisage pas la guerre. Mais attention, ces visions-là, il ne faut pas juste les utiliser comme des fresques qui nous amènent ailleurs. En réalité, à l'intérieur, après de ces exercices, il y a toujours des actions qu'on doit faire immédiatement. On doit immédiatement, depuis aujourd'hui, on doit commencer à préparer ce futur. Donc, la question n'est pas de se dire, là, on est tranquille pour les prochains 20 ans, on attend. Non, on n'attend rien. Donc, maintenant, je n'ai pas eu le temps de rentrer plus dans les détails, mais finalement, il s'agit de construire une condition. Moi, je pense qu'il faut quand même un dialogue sociétal avec la société civique
très fort en ce moment parce que les élus, la politique toute seule n'arrive pas à faire ce parcours. Et donc, l'alliance avec ceux qui déjà ont des positions ouvertes qui vont dans la direction de cette transition est très importante. Et là, il y a des actions spécifiques, immédiates, concrètes, qui concernent tout le monde. Tout le monde a quelque chose à faire. Et aussi, je pense qu'il faudrait ne pas continuer à faire des choses qu'on sait déjà qui sont totalement contradictoires. Déjà, essayer de dire, on ne continue pas à faire une autoroute. Dans le cas du Chablais, on s'est battu, et là aussi, on a eu des polémiques très fortes, à la limite presque de la censure, de dire, vous ne pouvez pas dire que l'autoroute ne peut pas se faire. Parce que nous, on y travaille depuis 20 ans. OK, vous travaillez depuis 20 ans, mais c'est erroné, l'autoroute. Une nouvelle autoroute dans le Chablais n'a pas de sens. Donc, déjà, dire, on va essayer d'éviter de faire des choses qui sont clairement contradictoires. Après, on fait des actions, même petites, mais qui vont dans une bonne direction. Après, on change nos pratiques, je veux dire, aussi de projets. On va essayer de faire des projets qui sont déjà des projets qui se posent la question. Tout ça, je pense, nous amène à peut-être à renverser un parcours que pour le moment n'est pas encore si clairement affiché. C'est-à-dire que les diminutions, par exemple, des émissions de CO2 ne sont pas si fortes que ça en général dans le monde. Donc, on reste encore vraiment un petit peu au milieu d'un gué dans lequel on n'a pas encore vraiment choisi une direction. Et j'insiste aussi sur le fait que cette direction est une direction d'un changement qui touche aux relations sociales autant qu'aux relations écologiques avec le reste du monde vivant. Alors moi, j'avais une autre question. Par ici. Oui, merci. Vous avez un peu commencé à y répondre, mais j'avais une question par rapport au fait de travailler sur des projets à échelle territoriale et donc sur des temps très longs et qui, jusqu'à présent, enfin en tout cas dans les grands projets, on va dire, urbains et territoriaux qu'on a pu étudier, ils étaient toujours sous une forme de projection assez, on avait une capacité à se projeter de manière assez contrôlée sur l'évolution que pouvait prendre le tissu urbain, l'environnement, et on sait qu'aujourd'hui, on a une accélération, une intensification d'aléas et un peu un caractère très incertain à prendre en compte. Et déjà, dans les projets d'architecture et dans les temporalités qui lui sont propres, on peut avoir du mal à intégrer ces évolutions parfois abruptes au cours du projet. Et je me demandais comment est-ce que dans un projet territorial, vous réussissez à la fois projeter un état qui va être celui de 2050 et qui du coup n'est pas l'état actuel, tout en prenant en compte une forme de fluctuation, d'incertitude. Oui, c'est ce que je pense, j'ai déjà un petit peu répondu. Il est très important d'abord, il y a la construction d'une vision commune. Déjà, ça, c'est une grosse partie de la réponse, parce que après cette vision commune, elle doit être capable, elle reste ouverte. Les visions sont toujours des moments d'ouverture, ne sont pas des visions qui se basent aussi sur une série d'images, restent assez capables d'adaptation, de flexibilité, ne sont pas des choix rigides, ne sont pas des projets qui immédiatement fixent, et ne sont pas des prescriptions qui obligent. Donc, elles ont besoin d'être communes. Si elles ne sont pas communes, elles ne sont rien. Et la construction de ces visions communes implique un travail de discussion, de débat ouvert. Et sincèrement, moi, je pense que nous le faisons, ce travail. Pas d'une façon rhétorique, pas en cachant les questions, mais en rendant des questions difficiles comme celle de la résilience. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, dans la Vesdre dans laquelle on a proposé de faire de cette expérience, de ce moment catastrophique, un moment aussi de vision vers le futur, et aussi de laboratoire, de dire finalement, il faudrait continuer, parce que ce n'est pas un document avec une belle carte. Il y a une très belle carte de 3 mètres sur 3 mètres qui raconte tout, mais ce n'est pas
La carte toute seule, elle est rien. Donc, il faudrait continuer à en discuter, à en parler, non? Et récemment, parce que la discussion continue aussi dans la vallée, avec une toute jeune ministre qui a été élue récemment, je me suis trouvée j'ai eu besoin de dire non, ça n'est pas correct, de dire que c'est un modèle de simulation hydraulique qui va décider sur les conditions de vie. C'est profondément erroné. On ne peut pas dire à des gens, à un public, que le modèle qui a été étudié par les ingénieurs hydrauliques, maintenant, va résoudre le problème parce qu'il nous dira qu'est-ce qu'on peut faire. Le modèle ne dira rien. Et là aussi, pour moi, c'est un point très important, c'est cette confiance qu'on a dans les sciences dures, quand en réalité, ce sont des prises de position profondément humaines et profondément politiques. Ce n'est pas un modèle qui va décider comment on va vivre et où on va vivre. Mais c'est nous qu'on doit décider quel niveau de risque on peut accepter, à quel niveau de résilience on peut arriver. Parce que moi aussi, je dois dire, l'action de la résilience, moi, je l'ai beaucoup étudiée parce que j'enseigne aussi à Venise, donc j'ai beaucoup étudié Venise. Et là, on comprend la question de la résilience. Jusqu'à quel point on est disposé à accepter que l'eau nous rentre chez nous. Disons, voyons jusqu'où on est disposé à aller. Est-ce que si l'eau arrive pour quelques heures à 1,5 mètre chez moi et je peux monter à l'étage, je peux je peux continuer à vivre là ou non? Est-ce que les assurances vont me payer les dégâts ou les assurances vont se refuser parce qu'on est habitué à l'idée qu'il y a une résistance, donc que l'État doit garantir que le logement reste hors eau. Tu vois, c'est des choses hyper profondes qui nous touchent profondément et qui mettent en discussion nos relations et la relation que notre vie a avec le pouvoir. Et quel est le rôle de ce pouvoir par rapport à cette vie? Le pouvoir, le biopolitique moderne qui a promis de mettre en sécurité tout le monde, mais qui n'est pas capable de tenir cette... Sauf que pour mettre en sécurité tout le monde, ce pouvoir biopolitique a aussi demandé de limiter nos libertés, suivant l'argument de mettre en sécurité tout le monde. Donc, tu vois qu'on est vraiment à un moment, je pense, extraordinaire d'un point de vue de l'intérêt, mais aussi très dangereux, dans lequel on pourrait avoir des choses qui vont prendre des directions qui ne sont pas souhaitables. Mais en même temps, c'est un moment d'une intensité énorme, celui que nous sommes en train de vivre. Et en tant qu'architectes, nous sommes sur l'espace. Nous avons l'espace. Notre entité fondamentale de travail est cet espace. Mais l'espace, il est transversal. Il continue à franchir justement toutes ces questions. C'est pour ça que moi, je pense que vous devez étudier bien, mais vraiment bien, profondément surtout. Et essayer d'aller au-delà de la surface, parce qu'il y a tellement de profond qui est en train de changer. Et c'est important, je pense, pour les jeunes étudiants. Une autre question? Ouais. Bonsoir. Pardon, désolé. Moi, j'avais une question par rapport à la rectification des erreurs du passé. Vous avez parlé pendant votre présentation du zoning où on a décidé de mettre à certains endroits des activités pour travailler, pour consommer et pour habiter. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être pas la bonne manière de faire les choses. Comment, en tant qu'urbaniste, architecte, peut-on rectifier ces erreurs du passé? Ces erreurs qui sont par humeur, parfois peut-être catastrophiques. Si on prend par exemple l'exemple des inondations qu'il y a eu à Valence il y a je pense que déjà, c'est important de reconnaître qu'on a fait des choses, disons, minimum, on peut dire qu'on n'a pas été prudent. Donc, on a sous-estimé des conditions de risque. Dans le passé, on imaginait soit de résoudre le problème
avec la résistance. Donc, on imaginait qu'on aurait pu toujours mettre en sécurité. Aujourd'hui, on comprend que ce discours ne tient plus. Et donc, si on accepte le fait que ce n'est pas possible de mettre tout en sécurité, ben on doit aussi accepter le fait que certains lieux ne sont pas des lieux à rendre constructibles. Et donc, il faudrait juste se dire, bah, voilà, on s'est trompé et il faut éliminer certains sites. Sauf que là, il y a des propriétaires qui ont payé des taxes. Donc là on touche à des questions économiques. On touche au rôle du capital dans tout ça. Et donc, les choses deviennent très compliquées. Mais cela dit, c'est une complication. C'est quoi qui est plus important? C'est une question de priorité, donc, à la fin. Et ça devient éminemment politique. Donc, ça, ce n'est pas nous qu'on va résoudre, parce que c'est la société tout ensemble qui doit résoudre ça. Ce n'est pas les architectes. Les architectes doivent être capables de dire que dans ce cas, votre document de planification ne marche pas, ne fonctionne pas. Que la résilience, on doit l'imaginer dans ce territoire à travers une série de stratégies. Que chaque partie du territoire peut donner une contribution à la résilience. Mais alors, on a besoin d'une réflexion, comme je disais avant, un petit peu d'ensemble, qui met ensemble des expertises, des associations, comment dire, des corps de métier différents. Et on doit être capable de faire cette réflexion. Et l'espace est là. Et nous nous occupons de cet espace. D'autres questions? Une autre question? Oui, attendez. Merci d'être venu. Moi, j'ai une question au sujet des imaginaires. On nous parle beaucoup d'imaginaires et souvent on nous demande en début de licence de se construire notre imaginaire architectural. Et c'est très beau et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais dans quelle mesure vous dites qu'il faut changer l'imaginaire collectif, qu'il n'y a pas vraiment d'imaginaire de la résilience face aux catastrophes ou face au changement climatique, mais dans quelle mesure, en tant qu'architecte ou urbaniste, on est capable de changer cet imaginaire? Parce que, par exemple, les expositions d'architecture, on peut penser à la Biennale de Venise. Je ne sais pas quel pourcentage des gens qui vont voir la Biennale sont des architectes, mais c'est super de changer un imaginaire dans la pensée des architectes autour de nous. Mais on sait qu'on est aussi sujet, on est les sujets des crises économiques et de tout un tas de facteurs. Donc, à quel point, en tant qu'architecte, on arrive sans vouloir retomber dans cette idée de l'architecte qui va sauver le monde. Et on le sait, cette idée, ça, elle ne fonctionne pas. Enfin, on l'a vécu au XXe siècle et ça a mené à des catastrophes. Donc, comment on change cet imaginaire sans retomber dans cette erreur-là Merci. Donc, alors, ce n'est pas moi qui dis qu'il faut changer l'imaginaire, c'est cet écrivain indien qui dit que vous, les Occidentaux, vous devez changer votre tête parce que sinon, le changement climatique, vous n'arriverez pas à vous adapter. C'est lui qui le dit. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis quand même sentie un petit peu interpellée. J'ai dit, peut-être qu'il a un petit peu de raison, parce qu'en effet, on voit qu'on est en train un petit peu comme ça, non, on surfe, mais on ne va pas vraiment toucher au cœur de questions. Donc, il m'a beaucoup intriguée et m'a donné aussi un petit peu... il m'a secoué, en sachant que les thèmes qui concernent l'adaptation au changement climatique et toute la question de l'importance de l'écologie dans notre travail, c'est quelque chose que je pratique depuis des décennies. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai lu ce livre, je trouvais qu'il nous secouait quand même. Donc, je te suggère d'abord de le lire, le livre. Après, tu verras que lui, il envoie la question vers le territoire un petit peu compliqué, du symbolique, du religieux, du culturel, religieux, symbolique, que nous, on n'est pas très capable, je dois dire, de fréquenter. Disons que moi, personnellement, j'ai toujours quelques difficultés là.
Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il pose la question. Vous avez un problème, votre culture vous amène peut-être à imaginer toujours d'avoir une solution. Et si on n'a pas une solution, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes habitués à l'idée que la technique va nous sauver, les sciences vont nous sauver. Et si dans quelques cas on n'y arrivera pas, donc dans ce sens, je pense que c'est très, très utile de se poser la question d'être vu de l'extérieur comme une culture qui a des limites quand même, intellectuelles. Et ça, je le dis en tant qu'intellectuelle européenne qui pense d'avoir une belle culture quand même. Donc, ça, encore une fois, donc une fois qu'on a intégré ça, quel est le rôle que nous, on peut avoir? D'abord, je voudrais dire que nous, on produit des images. Donc, on produit des images. Et donc, les images qu'on produit ont un rôle, ont une capacité de convaincre ou de ne pas convaincre. Quelquefois, sont capables de rester là pendant longtemps. Alors, j'en profite pour dire une chose à vous que vous êtes assez jeune et vous, certainement, vous ne connaissez pas le travail qu'on a fait sur le Grand Paris. Je peux vous dire que la carte de Lucifer, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se rappellent encore qu'on a fait une carte qui s'appelait la carte de Lucifer. Les propriétés de Lucifer à Paris, par exemple, dans le Grand Paris. Donc, cette carte, et encore récemment, quelqu'un m'a dit « Ah non, la carte de Lucifer ». Alors, on comprend que ces représentations, ces images, elles font leur trajet et peut-être elles ont contribué à changer quelques idées ou, je ne sais pas, à faire évoluer quelques... Donc, je ne pense pas à l'architecte comme quelqu'un qui va changer le monde. Parce que l'architecte fait partie du monde, donc lui, tout seul, il ne peut rien changer. Mais je pense au fait que nous, on est éduqués à produire des images. Mais on est aussi éduqués à imaginer. Et ça nous plaît beaucoup. On fait l'architecte parce qu'on aime imaginer. Et ça n'est pas pour tous, je me permets de dire. Donc, on nous éduque à imaginer. On produit des images. Je pense qu'on peut faire quelque chose quand même. On n'est pas totalement inutile. Et donc, je pense qu'on pourrait avoir un rôle. Un autre livre que j'écris dans le passé qui s'appelait « Le territoire de l'urbanisme, le projet comme producteur de connaissances », disait justement qu'on a la possibilité de produire, de contribuer à produire une connaissance spécifique, originale. Et moi, je pense qu'on est dans cette condition aujourd'hui. Moi, je vois l'architecture et l'urbanisme comme des projets qui se réalisent dans des espaces, mais aussi comme une production d'idées. Des idées qui peuvent avoir des conséquences sur la réalité des choses. Et je trouve que ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un rôle important. Merci. Je pense qu'on va vers la fin de notre soirée. Je me permets peut-être une petite provocation, je ne sais pas, mais je m'appuie beaucoup sur des choses que Paul a dit pendant sa conférence. Alors ouais, tu as parlé beaucoup, tu as fait un plaidoyer, disons, pour l'hétérogénéité, la diversité, presque un peu la vitalité d'un certain chaos. Tu n'as pas utilisé ce mot, je me permets de dire. Je ne suis pas une vitaliste. Non, mais en tout cas, le côté, disons, je dirais, heuristique et très positif aussi de miser sur la diversité. Et puis, il y a ce passage que je trouvais très intéressant sur la longue durée de l'imaginaire et que les inerties peuvent être un problème. Alors, je me permets de dire de manière un peu provocatrice par rapport à nous-mêmes et à notre cycle, qui me semble que cela remet en cause beaucoup le fait qu'existerait de manière fructueuse l'identité européenne, parce que c'est un peu en principe un peu anti-identitaire, effectivement. Donc peut-être, je me permets de dire, en remettant en cause tout le cycle de conférences qui va commencer aujourd'hui, que cette idée d'Europe, on pourrait aussi la décliner tellement de manière plurielle jusqu'à en arriver à s'en débarrasser dans une sorte d'ouverture un peu au monde assez radicale. Et il me semble que d'une manière ou de l'autre, tu as un peu dit ça. Parce que d'ailleurs, la source principale que tu viens de te rappeler, c'est d'un Indien qui nous dit
ah ben vous vous trompez. Donc en fait, peut-être que la remise en cause radicale de notre identité, justement contre le repli identitaire, me semble quelque chose de très fondamental. Je te laisse juste rebondir sur on ça. verra. À la fin du cycle, On verra. tu On nous verra. diras si Et je me permets de ça fait rappeler. découvert. Ben voilà. Et une image très belle que Paula a utilisée, je pense, qui me semble une belle synthèse de notre travail en tant que je sais pas, concepteur de l'espace de la manière la plus large possible, c'est de dire que l'espace, c'est tout ce point de vue, mais même cet outil qui nous permet de relier inévitablement la question sociale et la question écologique. Et ça me semble vraiment quelque chose qui peut être vraiment une spécificité à nous en tant qu'architecte, une belle image pour inaugurer aussi ce cycle et conclure cette belle conférence, cette belle soirée dont on te remercie vivement. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous en mezzanine pour l'apéro qui vous attend.